Ah, je dois bien le reconnaître, ça me fait plaisir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Oui, on va reparler de Jurassic World, plus précisément Jurassic World Fallen Kingdom, avec une question précise comme je l'avais fait pour Jurassic World premier du nom. Jurassic World Fallen Kingdom est-il une réussite? Mais je précise que j'ai pas la science infuse non plus de cette vidéo, j'ai vraiment envie d'avoir un débat avec vous dans les commentaires et d'avoir plusieurs argumentations. Et mon avis est évidemment subjectif, c'est l'avis de quelqu'un qui a grandi avec cette saga, c'est un film qui compte pour moi énormément, et c'est pour ça que je vais essayer de le défendre corps et âme avec des arguments tangibles certes, mais d'un point de vue subjectif, c'est pour ça que le débat est là. Alors ce deuxième opus signé Monsieur Juan Antonio Bayona est-il un franc succès? Eh ben réponse tout de suite, enchaîne monsieur. Sur le papier, je peux comprendre que le scénario était casse-gueule. Une opération de sauvetage d'animaux devenant enchère pour les plus riches, c'était pas évident. Mais Fallen Kingdom est pourtant tout sauf ridicule, suivant la tradition même d'un film que vous devez connaître, Jurassic Park. Et pour le comprendre, il suffit d'une phrase de celui que j'appellerai aujourd'hui le professeur. Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Le propos même de Fallen Kingdom, de la mise en place de son récit jusqu'à sa cohérence à vendre les dinosaures, n'est ni plus ni moins que la thématique de Jurassic Park, le manque d'humilité. Car l'écriture de cet opus va beaucoup plus loin que la simple vente aux enchères. C'est une critique du profit, de la science et de la bêtise humaine. C'est là le génie Malcolm au sein du métrage. Il est finalement lien autour duquel graviteront les idées du scénario. L'humain ne s'est jamais demandé s'il avait le droit, dès l'origine, de faire revenir ces créatures disparues. En 93, il craignait déjà de nous voir emballer précieusement nos dinosaures et les vendre sans penser aux conséquences. Alors comment juger l'histoire de Fallen Kingdom comme stupide si elle ne fait qu'argumenter ces mêmes trames scénaristiques? Par un nouveau questionnement sur la génétique autour de Maisie, par un côté plus sombre autour des travaux d'Hammond et Lockwood, et même par la bêtise humaine dans son sens le plus strict. Nous créons nos propres monstres. Nous sommes ceux qui avons joué avec le feu et qui avons échoué. Le plus drôle, c'est qu'imaginer ce scénario comme stupide serait presque avouer le ridicule de Jurassic Park. Au final, même via quelques facilités scénaristiques, l'identité du film joue sur la nature reprenant ses droits, symbolique d'une saga continuée de façon logique. Gennaro, Ludlow, Mills, chaque long métrage disposait d'un homme voyant la fortune comme unique intérêt. Oui, l'autocritique de l'homme est au cœur de cette histoire et pour mieux le comprendre, les agissements de Whitley sont probants. Ici, beaucoup virent un moyen de continuer l'intrigue du film. Moi, j'y vois un symbole, celui de la bêtise humaine. Oui, cette action est profondément délirante, mais à l'image d'un constat que fait d'ailleurs Goldblum au sein du métrage, l'histoire de Fallen Kingdom aurait donc beaucoup de mal à me paraître stupide quand elle reprend les doutes d'un premier opus, reflétant déjà toutes ces options. Je serais par exemple beaucoup plus indulgent si on me parlait de possibles incohérences. Seulement là aussi, le scénario prend soin d'en résoudre plusieurs, pour peu que vous n'ayez pas aimé Jurassic World. Là, je suis avec Blue. Pour beaucoup, dresser des raptors était l'erreur du premier opus, même si Owen nous disait clairement qu'il n'était pas question de contrôle, mais d'un respect mutuel entre lui et ses animaux. Dans Fallen Kingdom, Trevorrow répond directement à ses détracteurs. Owen ne fut jamais capable de comprendre ces dinosaures, mais uniquement de tisser un lien avec Blue. Sans Blue, aucun équilibre n'est possible. Sans Blue, les raptors se seraient directement retournés contre lui. Il est donc injouable de contrôler des raptors, même si ça, les plus attentifs du premier opus le savaient déjà. Je ne contrôle pas les raptors. C'est un lien qui s'établit, qu'un respect mutuel rend possible. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de deuxième rencard. Quand j'ai appris que Juan Antonio Bayona, déjà réalisateur de chefs-d'œuvre comme L'Orphelinat, serait aux commandes du film, je pouvais pas cacher une réelle satisfaction. Et Dieu sait que Fallen Kingdom me donna raison sur un point où, je pense on sera tous d'accord, le génie de mise en scène de son créateur. Car nous assistons à quelque chose de complètement nouveau au sein de la saga. Un aspect sombre, presque horrifique et visuellement très recherché. Par sa caméra, il propose une relecture totale de la franchise, à une époque où les suites, les reboots et les remakes deviennent monnaie courante. Toute la deuxième partie de l'histoire sera une ode au cinéma de genre selon Bayona, de Dracula au loup-garou de Londres en passant même par E.T. Elle apporte un côté gothique très européen à son œuvre dans un huis clos étouffant et remarquable. Exact contraire d'un Hublard chaud et coloré, le ton change radicalement dans l'obscurité de son cinéma par la suite. Et quelle meilleure séquence pour illustrer ce propos que l'Indoraptor.
C'est à ce moment que l'Espagnol prépare pour moi sa grande réussite, le culte de l'Indoraptor. Il n'en fait pas un dinosaure, que ce soit dans son esthétique ou même son comportement, il en fait un monstre, créature tout droit venue de son amour pour le cinéma d'horreur, et chaque mise en scène fera évoluer ce monstre dans un environnement gothique, par sa première apparition dans l'obscurité, par l'architecture des bâtiments, par ses déplacements, par sa façon de se jouer de la stupidité humaine. Qu'on se le dise, il n'y a absolument rien d'incohérent dans l'invention d'une créature qui n'existe pas en soi, d'autant plus quand elle ne se veut pas comme un dinosaure, mais comme une signification monstrueuse, une image de cauchemar. Rien de mieux que la fameuse scène de la chambre pour le prouver. Maisie, jusqu'ici symbole de l'enfant que le spectateur était, émerveillé par les dinosaures, se cache sous les draps dans la plus grande tradition de l'horreur. Elle fuit ses cauchemars, ce fameux monstre sous le lit. C'est l'image pure de la peur qui se dessine en venant de l'extérieur et qui est bien supérieure à l'incohérence, en étant vue à travers la fenêtre, par ses ombres, le tout dans une ambiance orageuse. Comment y voir alors quelque chose de négatif quand il propose sa patte constamment, dotée d'un tel aspect créatif ? Et là, moi, je suis désolé, mais la scène de l'Indoraptor, l'arrivée de ce dinosaure, c'est juste waouh. La scène du Baryonyx qui arrive dans un tunnel enlavé, c'est juste waouh. Et il y a énormément de situations qui m'ont bluffé, et ce, vous allez voir, même vis-à-vis des personnages. Car un autre point du métrage, qui a peut-être échappé à ceux qui y voyaient déjà une purge, c'est sa volonté à travailler ses acteurs par ses mouvements de caméra. Dans Fallen Kingdom, beaucoup ne virent qu'en Chris Pratt, par exemple, le cliché même de Chris Pratt, sans aucune consistance. Je vais donc tenter de démonter ce constat en une seule scène. T'as amené ta bouteille ou faut qu'on bouge? Ici, nous ne sommes pas dans une scène puissante ou déterminante vis-à-vis du récit. Pourtant, les mouvements de caméra sont extrêmement importants pour comprendre la tendresse des deux protagonistes et leur mise en scène. Quand Claire demande à Owen s'il serait prêt à laisser mourir Blue, celui-ci lui répond froidement « oui ». Remarquez qu'à cet instant, la caméra effectue un léger recul devant l'incompréhension de Claire. Ce n'est pas là par hasard, ça symbolise la déception du personnage et le sentiment de ne plus reconnaître un Owen détaché, vide d'émotion depuis les événements de Jurassic World. Par ce mouvement de caméra, le spectateur comprend qu'Owen oublie volontairement ses responsabilités autant que Blue. Dès lors, tout le reste de la discussion sera alors filmé de façon plus éloignée des acteurs. Claire, déçue, disparaît du cadre et au moment où l'implication d'Owen s'en va avec elle, la caméra revient alors se rapprocher de lui, car en questionnement. Comme si Bayonas avec l'ancien mari n'avait encore quelque chose à offrir à son public. Comme si le spectateur devait comprendre ses émotions pour l'emmener au cœur de ses doutes, qui l'emmèneront par la suite rejoindre l'expédition. Bayona propose une grille de lecture complète des deux personnages, qui synthétisera leurs enjeux, leurs peines et leurs décisions tout au fil du récit. Pour beaucoup, je sais qu'on a surtout affaire à deux héros vides d'expression et sans aucun travail psychologique. Pour ma part, et ça restera par contre très subjectif, je pense qu'ils peuvent toucher un public à qui l'écriture parlera. Car je ne vois pas Chris Pratt en Owen, je vois un homme simple souhaitant retrouver une forme de liberté après des épreuves difficiles. On le voit par ce simple plan d'un homme en paix avec la nature, mais seul. Une solitude amoureuse, mais aussi une recherche de simplicité et de lâcher prise. Un axe qui, je pense, pourra plaire à ceux qui, justement, ne s'intéressent que peu au nouvel Hollywood ou cette manie du paraître. Comme quoi, on peut trouver des thématiques plutôt pertinentes quand on prend le temps de regarder au-delà d'une cabane dans les bois. Pour l'anecdote, on peut aussi compter sur la musique du trailer. Anyone who knows what love is will understand. Littéralement, tous ceux qui savent ce qu'est l'amour comprendront. Est-ce qu'on peut pas y voir un sous-entendu dans ce trailer? Où tous ceux qui aiment Jurassic Park et Jurassic World comprendront le film? Est-ce qu'on touche pas à notre nostalgie? Est-ce qu'on touche pas à cette volonté à un moment donné d'insister aussi sur le parc qui est fermé, sur la fin d'Isla Nublar? Et c'est des questions auxquelles répond peut-être par l'amour la musique de trailer de Jurassic World. Magistral. Je ne saurais vous l'expliquer autrement, mais les thèmes de Fallen Kingdom, de l'apparition de son générique à la nostalgie du brachiosaure, enrichissent à la perfection l'œuvre de Bayona. Devenu l'un de mes compositeurs phares depuis Lost, le premier Jurassic World disposait déjà d'un travail sur mesure pour ne pas uniquement reprendre les classiques de John Williams. Ici, son travail va encore plus loin puisqu'il donne une véritable identité aux séquences via ses morceaux, basculant souvent, lui aussi, dans l'horreur du métrage. Ces thèmes donnent vie aux illustrations gothiques et au décor d'un univers cauchemardesque, comme c'est le cas lors de l'avènement de l'Indoraptor. Les plans s'enchaînent sur la stupeur et l'effroi de Maisie, qui rejoint le lieu sécuritaire du film de genre par excellence, la chambre. La tension musicale crescendo nous trouve exactement là où Bayona voulait nous emmener, un manoir anglais, une pleine lune, un cri assourdissant et les notes de Giacchino pour emporter le spectateur dans cette imagerie gothique. Honnêtement, le Mike, il se débrouille.
S'il y a quelque chose que Jurassic Park a toujours su offrir à son public, c'est cette notion de gigantisme entre l'homme et la nature. C'est d'ailleurs ce qui rendait la scène des Compssos dans le monde perdu encore plus déstabilisante. Déjà à l'époque, l'horreur venait d'une espèce que l'on n'imaginait pas dangereuse, mêlée à la musique glauque et stridente de John Williams. Fallen Kingdom parvient à aller encore plus loin, notamment grâce aux thématiques autour d'Isla Nublar, où l'Espagnol pose les bases de l'enfer sur Terre, la pluie se déchaîne, les événements dépassent les protagonistes et l'horreur T-Rex surgit de nulle part jusqu'à l'apparition du Mosasaur. Cette longue séquence sera à l'image du chaos annoncé pendant toute la continuité des événements. Si on passe le simple fait d'avoir construit un parc sur une zone volcanique, ce qui était pourtant décrit dans le premier livre de Michael Crichton, l'extinction de Nublar prône ce côté série B totalement assumé, aidé d'une colorimétrie et d'une photographie somptueuse. On perd la tête dans cette folle course-poursuite en gyrosphère où les détails fourmillent de partout. Stygimoloch, Allosaur, Apatosaur, Compssos, Gallimimus, ça part dans tous les sens, c'est jouissif, exaltant, stressant et cruellement bien rythmé. Jusqu'au gigantisme absolu, toujours par la reine. Au cœur d'une lutte pour la survie, Bayona se paye même le luxe d'une scène en plan séquence oppressante entre Bryce Dallas Howard et Justice Smith. On notera également la disparition dans les flammes du Brachiosaure de 1993, symbole fort d'un adieu, celui d'une enfance qui se veut disparaître dans les flammes d'Isla Nublar. Je pense donc que réduire Fallen Kingdom à de l'action vide de sens, brouillonne et exaspérante n'est clairement pas respectueux vis-à-vis de tout ce qu'a voulu construire Bayona. La preuve. Dernier point, mais non des moindres, celui qui a divisé la plupart d'entre nous, le final. Des dinosaures lâchés sur le continent, la frayeur de Malcolm devenue réalité. Pour moi, cette fin fut absolument remarquable car super audacieuse et proposant un éventail de possibilités juste extraordinaire pour la suite. Finalement, il était inéluctable de voir ces dinosaures vivre aux côtés des humains. Le roi de la jungle rugit devant le roi des rois, les acheteurs signent un pacte avec le diable, l'inquiétude nous envahit. Ce moment que tous les héros de Jurassic Park avaient pourtant tenté d'éviter dans chacun des films, symbole que la bêtise humaine fut la plus forte. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution, viennent tout à coup de se retrouver face à face. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée de ce qui va se passer? Oui, ce momentum est audacieux, conquérant et divise les foules car capable de bousculer les lignes. Il livre un profond respect vis-à-vis des craintes faisant l'origine de la licence, tout en faisant comprendre aux spectateurs que nous avons franchi le seuil. Que la cupidité et surtout l'arrogance de l'homme furent non seulement à l'origine de quelque chose de contre-nature, mais de tout aussi poétique. Oui, Jurassic World Fallen Kingdom est un film d'une très dure poésie, et en même temps culturelle. Il pose de grandes questions sur la protection actuelle des animaux, sur la disparition lente et douloureuse de l'environnement et sur la place que prend aujourd'hui la génétique et le pouvoir scientifique, proposé entre autres par le clonage humain. À l'image de Blue en fin de séance, une idée persiste toutefois. La vie trouve toujours un chemin. Pourtant proche d'Owen, elle préférera sa liberté, dans une conclusion proche du premier opus. Les cris de Blue déchirent l'air tout comme ceux de Rexy lors du premier Jurassic Park. Le jour où les dinosaures régnaient sur Terre et peut-être où ils régneront de nouveau. Et alors oui, Jurassic World 2, effectivement, malgré ça, a des défauts. Et moi, dans les défauts, j'aurais aimé qu'on me parle de la cohérence, par exemple, de voir Chris Pratt ressurgir d'une nuée ardente. De la cohérence de certaines situations, comme nous le dit Jimmy Fallon vis-à-vis de la gyrosphère qui est censée être par balle et qui, là, ne l'est plus. Ou certains revirements de situation très attendus comme facilité scénaristique au moment où les prétendants de Mills s'adjugent finalement comme des hommes sans foi ni loi qui veulent vendre des dinosaures sur l'île. Mais ça ne m'a pas empêché d'être émerveillé. C'est un film pour moi qui m'a touché, qui m'a façonné, et c'est vrai qu'à chaque fois que je le regarde, j'ai cette sensation qu'il est véritablement incompris, qu'il est injustement critiqué, et j'avais envie de rétablir une certaine vérité là-dessus, mais une vérité subjective, et dans les commentaires ci-dessous, j'espère évidemment que vous me donnerez, vous, votre avis sur Jurassic World. Et c'est totalement subjectif, et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de jugement de valeur. Défendre un film que l'on aime, eh ben c'est peut-être le plus intéressant.